livre aura été marqué peut-être par des premières fois heureuses. Emmanuel Coccia est philosophe, il est spécialiste de l'histoire de la théologie. Il est aujourd'hui maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales et dispense son enseignement dans de nombreuses universités internationales. En 2010, il publie La vie sensible, traduit par Martin Rueff aux éditions Payot. Puis en 2013, chez le même éditeur, et toujours avec Martin Rueff, l'ouvrage Le bien dans les choses. En 2016, la parution de La vie des plantes, un titre apparemment anodin, consacre unanimement la puissance de ses recherches, tant elles renouvellent en profondeur les approches écologiques et métaphysiques de notre temps. Emmanuel Coccia affirme que notre monde est un fait végétal avant d'être un fait animal, et qu'il n'y a pas d'histoire qui ne soit pas cosmologie. Pour l'heure, il nous entretient d'alimentation et de nutrition. Merci beaucoup, merci pour la présentation, merci pour l'invitation. Je suis un peu malade, donc j'ai cette voix un peu bizarre et je vais toussir probablement. Il est bien fort probable que je vais toussir, donc ça sert à une intervention un peu rythmée ou rythmée différemment. Je vais dire, parce que je suis malade, donc je préfère lire. Malgré tout, nous n'arrivons pas à nous libérer de l'obsession pour la maison. Nous n'arrivons pas à nous libérer de l'amour pour des espaces bien ordonnés, propres, qui sont à nous, exclusivement à nous, et pas aux autres. Nous n'arrivons pas à nous libérer de l'amour pour des frontières claires, pour l'opposition entre un espace intérieur et un espace extérieur. Nous continuons à préférer l'intérieur, la grotte, les entrailles de la terre, à l'exposition au soleil, au vent, à la pluie, au monde. La maison est l'archétype de la frontière, non seulement parce qu'elle inclut les premiers murs que nous construisons, utilisons, habitons, mais parce que c'est à travers elle que nous partageons l'humanité entre les proches et l'intime. C'est grâce à la maison qu'il existe un moi et un toi, et c'est grâce et à travers la maison que les moi apprend à ne plus se séparer des certains autres et seulement des certains entre eux, à s'y amalgamer, à s'y familiariser. Nous n'arrivons pas à quitter la maison, à prendre congé de l'idée qu'il y aurait une relation naturelle à l'espace, immédiate et originaire, non artificielle et non accidentelle. Nous n'arriverons jamais à nous libérer de l'idée qu'il y a un lieu où nous ne sommes pas exposés au danger, où nous sommes naturellement protégés, où nous sommes naturellement nous-mêmes. Cette obsession pour la maison est quelque chose de beaucoup plus profond que ce que l'on imagine. Elle ne structure pas simplement notre expérience politique. Chacun de nous prétend avoir droit à une maison, et la ville n'est qu'un ensemble de maisons. Elle ne structure pas simplement notre expérience avec les choses. Ce qu'on appelle économie n'est que la tentative de faire coïncider individus et maisons. Elle définit aussi et surtout la manière dans laquelle nous continuons à penser la relation entre nos humains, entre eux, et celle qui est entre les vivants et les non-vivants. C'est en effet sur cette idée que l'écologie dans sa totalité, ses bases et celles du moins constituées. Malgré les hauts degrés des technicités, les sciences de la nature ne semblent pas être arrivées à se libérer d'une nostalgie tout enfantine de l'idée de la nature comme une immense maison naturelle, accueillante, bienveillante, une famille où il n'y a que des sœurs, des frères, de pères, d'alliés et jamais des véritables étrangers. Chaque être vivant a sa propre utilité, tout a sa fonction et surtout chacun a sa place, son lieu, sa maison. La nature, l'espace non humain, n'est de cette perspective qu'une immense série de maisonnettes entremêlées, ce qu'on appelle les écosystèmes, que nous, les humains, nous ne cessons pas de profaner en polluant, en cassant leur ordre. Au fond, ce que trop souvent l'écologie nous demande de faire, c'est de respecter la maison des autres, de laisser tout à sa place, de ne pas trop bouger, de rester à la maison, chacun dans la sienne. Contre cette obsession domestique, je voudrais aujourd'hui vous proposer celle qu'on pourrait appeler une ontologie de la dérive, ou plutôt une cosmologie de la dérive, où tout dans le monde est obligé à se déplacer, à se transformer, à changer de maison, à migrer. Je voudrais commencer à tisser une image du monde où être en vie et rester en vie signifie être constamment à la dérive et obliger tout,
vivants et non vivants, pierre, eau, air, feu, éléphant, homme, chêne, virus, à se déplacer, à être déplacés, à se métamorphoser sur place et à transformer en se métamorphosant tout ce que les entoure. Cette dérive a lieu à tout endroit et à tout moment, et surtout, elle a plusieurs dimensions. Elle a lieu sur plusieurs plans, simultanément, à tel point que tout, littéralement tout, est à la dérive, et selon des trajectoires résolument différentes et contradictoires. Je voudrais aujourd'hui essayer de décrire 3 formes de dérive, 3 plans de migration et transmigration universelle qui font bouger les êtres et leurs lieux. Il s'agit de 3 formes différentes, l'une qui façonne la géographie, l'ensemble des espaces que tous les vivants habitent, comme un lieu permanent de bricolage de formes et littéralement de transfert de monde. L'autre dérive qui fait du corps et des identités des purs vecteurs de migration des visages et des natures. Et une troisième, enfin, qui fait de toute relation entre les vivants et de toute relation entre des vivants à eux-mêmes une pratique de migration radicale, une chaîne de transmigration et de réincarnation. La première dimension, la première dérive, celle-là qui est à la fois la plus simple, la plus connue, la plus évidente, et pourtant l'objet d'un refoulement constant, c'est celle géologique. Avant toute migration, avant tout déplacement des vivants, il y a une migration plus originaire, plus universelle, celle qui intéresse et implique la Terre qui est sous nos pieds, l'espace que nous continuons à appeler un signe de refoulement, terre ferme. C'est à partir de la découverte d'un météorologue allemand en 1915 que nous savons que si rien dans la Terre est fixe et stable, c'est aussi et surtout parce qu'il n'y a pas de terre ferme, parce que la Terre est ce qui bouge. Alfred Wegener, c'est le nom de ce météorologue, est connu comme le père de la théorie des plaques, la théorie qui a profondément révolutionné la géologie, l'équivalent en géologie de ce que Darwin a représenté pour la biologie. Sans entrer dans les détails, et j'espère que les géologues dans la salle pardonneront mes approximations, la découverte de Wegener est que les continents de la Terre, loin d'être des formes éternelles et stables, sont littéralement de radeaux, des radeaux en mouvement à la dérive. Wegener a émis l'hypothèse pour la première fois que ces mouvements, là je simplifie encore, mais c'est ce qui est important pour nous, auraient son point de départ à partir d'une étape primordiale, lorsque tous les continents étaient rejoints et formaient un supercontinent, ce qu'il appelait lui-même la Pangée, toute la Terre. Et c'est d'ailleurs justement sur ces points que sa théorie a été corrigée, ou entre autres sur ces points, c'est-à-dire on sait bien que les continents ne cessent pas de se réunir, de se détacher dans une véritable danse qui ne pourra jamais cesser, et donc l'unité n'est pas une étape originaire, mais c'est juste une des formes possibles de cette dérive. Maintenant, au-delà des conséquences géologiques et physiques de cette découverte, au-delà des corrections et clarifications apportées dans les décennies suivantes, il me semble que cette idée est importante non seulement pour la discipline géologique, évidemment, mais aussi pour la philosophie, pour la politique et pour nous tous, pour au moins 3 raisons. Malgré son innocence, ces concepts représentent effectivement un renversement de la géographie et de la politique au sens large. Première raison, comme je disais, il n'y a plus de terre. La destruction de la géographie en tant que science formelle. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus de forme stable et définitive. L'ensemble des continents sont des radeaux en mouvement, des bateaux qui transportent d'un côté à l'autre de la planète les gens et les vivants qui se trouvent dessus. Les conséquences de cette simple constatation sont énormes, car il suffirait d'allonger l'échelle temporelle de l'évaluation pour imposer l'idée que toute l'humanité est migrante. Car ce qui migre, c'est la terre sur laquelle chacun met ses pieds. Il est surtout impossible de penser que les migrants constituent une petite partie de la population. Il n'y a pas de colonies, la condition planétaire est une condition de migration. C'est la Terre qui migre, elle ne cesse pas de migrer. Et cette migration n'est pas un voyage d'un point à l'autre, c'est une forme de mouvement perpétuel, une dérive. Deuxième raison, c'est traitant des corps solides, l'idée de séparation des conjonctions est en réalité une description inexacte. Si les terres émergées peuvent se séparer, les plaques sont en frottement constant
l'une contre l'autre. Au fond, il n'y a jamais de véritable séparation, il n'y a pas d'état d'unité originelle suivi d'un départ, il y a une dérive qui coïncide avec un état de frottement permanent entre les formes de l'espace. C'est cette friction permanente que l'on appelle justement la tectonique de plaques. Troisième raison, l'idée que tout sur la Terre est un mouvement de dérive permet de radicaliser l'idée même contenue dans les concepts de planète, que, comme vous savez, signifie en grec corps, un mouvement régulier. Accepter la nature tectonique du vivant et de la Terre signifie donc radicaliser sa nature planétaire. Nous sommes des êtres planétaires, c'est-à-dire à la lettre des êtres constamment à la dérive, et des nombreux points de vue. Ce que je voudrais essayer d'expliquer dans les quelques minutes qui restent, c'est que ces mouvements de frottement et cette dérive constante affectent la Terre non seulement sur un plan macroscopique, c'est-à-dire géologique et astronomique. Vous savez qu'au fond, la Terre est un groupe de matériaux solaires qui ont été capturés dans les cercles de l'elliptique. Donc nous sommes tous au fond de dérivés de satellites ou de morceaux de minéraux expulsés par les soleils à la dérive, justement. Donc la Terre n'est pas juste à la dérive au sens macroscopique, géographique ou astronomique, mais aussi sur un plan microscopique. La dérive n'est pas seulement géologique et géographique, elle est aussi biologique et physiologique. Nous sommes des êtres à la dérive et nous ne pouvons qu'être à la dérive parce que, et seulement parce que nous sommes tous ensemble, au fond, un supercontinent, un super vivant, dont tous les parties à la fois s'éloignent et se frottent. Donc les deux autres formes de dérive, ce sont la dérive biologique, c'est ce que nous appelons les sexes, et la dérive physiologique, qui est ce que nous appelons la nutrition. Commençons par les plus difficiles, le sexe. Pour les comprendre, au lieu de vous inviter à vos expériences, à revenir sur vos expériences personnelles, surtout pour éviter d'être arrêté, car il y a seulement des mineurs dans la salle, je vais vous proposer de réfléchir au sexe de plantes, ou pour mieux dire, au sexe d'une grande partie de plantes, les plantes à fleurs. Comme vous savez, les fleurs sont les formations que ce type de plantes construisent pour faire du sexe. Et la première chose à remarquer, c'est qu'elles ne sont pas, à proprement parler, des organes, mais des modifications d'autres portions du corps. Donc la première dérive dans les cas de plantes que les sexes comportent, c'est que pour en faire, il faut modifier, redessiner notre anatomie. C'est comme si, au lieu d'avoir un organe spécifique pour nous reproduire, nous étions obligés à modifier d'autres parties du corps, une jambe, un doigt, le nez, pour commencer à faire du sexe. Ce qui est encore plus étonnant pour nous, les animaux humains, c'est qu'une fois que cet acte est accompli, les plantes jettent cet organe, outre au fait que pour la plupart des plantes, faire du sexe implique construire à chaque fois plusieurs organes, donc parfois des centaines. Imaginez donc ce qui doit être pour un arbre les printemps ou l'été. La saison du sexe, imaginez quelle jouissance énorme. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'imaginer les sexes non seulement comme un acte de dérive individuel, au sens que les moralistes donnent à cette idée dans leur campagne antisexuelle, mais c'est l'évidence tout d'abord que la vie, pour se reproduire, c'est-à-dire pour se constituer comme quelque chose de temporellement consistant, doit nécessairement, dans un nombre impressionnant de cas, passer par la dérive, par la migration sur place, par la transformation, le déplacement, la métamorphose. Car, comme vous le savez, devoir passer par les sexes pour se reproduire signifie être obligé à passer tout d'abord par les corps de l'autre, et plus exactement par la chair de l'autre, dans un double sens. Tout d'abord, nous, femmes ou hommes, peu importe, nous devons prendre un morceau de chair de l'autre, nous réincarner partiellement dans l'autre, ou si vous voulez, faire réincarner l'autre à nous pour produire un double de nous, un appendice, une continuation de notre vie et de notre corps. Ensuite, le nouveau-né devra passer par les corps et la chair de sa mère, mais surtout, ce qui signe la dérive, c'est que cette nouvelle chair que chacun de nous est obligé à emprunter obligera notre identité à aller à la dérive, à migrer de nous, à s'éloigner de nos traits et des traits de l'autre, à bricoler une autre forme. Mesuré sur une seule génération, il s'agit de quelques millimètres ou de quelques centimètres,
Mais sur 10 000 ans, c'est aussi grâce à ces procès que les espèces sont constamment à la dérive, en train de migrer l'une loin, très loin de l'autre. Or, il me semble que les sexes n'est pas juste les rapports des vivants entre eux, ou de l'être vivant et de la vie en général face à soi-même, mais l'être monde dans sa nature plus universelle. Face à la substance du monde, nous sommes ce que la fleur est à la plante. Nous ne cessons pas de modifier ses organes, ses formes fonctionnelles, pour rendre possible à la fois sa genèse, sa survie, sa métamorphose. La fleur incarne les paradoxes de l'impossibilité de distinguer reproduction du soi et genèse du monde. Nous reproduisons toujours les mondes à nous, et à nous multipliant, et à l'inverse, les mondes ont besoin de notre multiplication, de notre survie pour s'engendrer. Nous, les hommes, mais les animaux, les plantes, les êtres vivants. C'est dans un acte extrême de façonnage ou de refaçonnage de soi que le monde est infanté. Les vivants sont pour les mondes ce que les fleurs sont pour les plantes, sans sexe. Nous sommes habitués à regarder la sexualité comme un acte purement organique, une dimension exclusivement biologique. On devrait au contraire apprendre à considérer la sexualité biologique comme l'un des multiples reflets d'un phénomène à taille cosmique, dans lequel les mondes se renouvellent et modifient sa consistance. Il arrive à dériver, à être à la dérive. Les mondes se réassemblent sans cesse différemment, et c'est cela que nous reproduisons sexuellement. La vie est le sexe du monde. Non pas quelque chose de survenu a posteriori, par hasard et accidentellement, à un moment de son histoire, mais sa structure originaire, son dynamisme identitaire le plus profond, la dérive. Dans ce sens, la sexualité n'est pas le mode de vie qui nous est garanti par nos organes sexuels, mais au contraire, la relation que grâce à nous, le monde entretient avec lui-même. C'est dans nos existences que toute portion du monde peut en rencontrer une autre, se marier à elle, modifier les tracés de sa destinée. Ce qui est un jeu dans les sexes et dans la vie n'est pas simplement la reproduction du vivant, mais toujours la genèse, ou mieux la régénération du monde. Ça dérive. Si nous sommes les fleurs du monde, ce n'est pas parce que nous ne cessons d'en reconfigurer la substance, mais parce que nous n'y échapperons jamais. Être au monde, être le monde, signifie être exposé à ces rythmes de transformation dont la mort même ne peut nous libérer. Nous resterons au monde, au diapason avec tous ses formes, même une fois morts. Nous ne cesserons pas de les traverser, d'en être traversés. Nous ne cesserons jamais d'être les mondes. Notre identité coïncidera toujours avec sa substance. Être capable de sexualité ne désigne pas simplement l'effet de pouvoir s'unir charnellement avec un autre individu de la même espèce, signifie être capable de se réincarner dans un individu qui ne partage pas notre identité. Si la reproduction dans ses formes les plus élémentaires est la capacité de revivre et de se réincarner dans un autre corps en conservant la même identité, se reproduire sexuellement signifie être capable de revivre sous une autre identité, capable de vivre dans la dérive anatomique et identitaire. Nous vivons dans tout ce que nous engendrons, par identité interposée, au même sens que les progéniteurs ancestrales de tous les vivants revivent et se réincarnent en chacun de nous. De ces points de vue, les sexes n'est que cette capacité de revivre sous les identités les plus différentes. C'est ça qui est la dérive, au fond. Il s'agit d'une sorte d'insensibilité à sa propre forme et à sa propre identité, de la capacité de dire « c'est moi » dans toutes les formes de vie qui ont existé, existeront sur cette planète et toutes les autres. Être les sexes du monde signifie s'efforcer de vivre sous les paupières de tout œil qui a vu et qui verra la lumière, spécialement celui des non-humains. Apprendre ce qui veut dire être une pierre ou un ouragan, un atome ou un ange, un champignon, un circuit intégré, et être capable de dire « je » à chaque fois. Toutes formes, de fait, ne sont pas en dehors de nous. Nous ne sommes pas exclusivement humains, nous sommes un véritable zoo à l'intérieur duquel vivent des bactéries, des champignons et des virus dans une forme de collaboration et d'accord instable. Et nous partageons la forme de la majorité de nos organes avec un nombre infini d'autres espèces qui sont à la dérive en nous. Nous ne sommes pas juste des humains, notre code génétique est la trace de toutes les formes de vie traversées avant de devenir humaines. Encore une fois, à la dérive. À chaque fois que nous disons « moi », ce sont toutes ces formes qui parlent à nous. Nous sommes légion et nous serons toujours plus ou moins qu'humains.
Chacune de ces formes dit « je suis » à nous. Nous sommes les futurs, les destins inconcevables ou les rêves, l'anticipation préhistorique de milliers de formes de vie. Nous sommes leur manière de dire « j'étais » ou « je serai ». Nous avons été monde avant de devenir ce que nous sommes et nous le serons après. Nous étions avec nos atomes un brin d'herbe et un cheval, une maison. Les atomes de notre corps nous permettront de devenir l'eau bue par d'autres vivants, les pages d'un livre lu par d'autres, l'air inspiré par d'autres. Nous sommes toujours la vie posthume des autres. À chaque instant, des parties de nous se métamorphosent dans la vie des autres, exactement comme les font nos mots. Les images se détachent de nos corps et deviennent les souvenirs d'autres esprits. Exactement comme à chaque instant, la vie des autres devient la nôtre. Manger, respirer, penser ne signifie que cela. Transformer la vie que d'autres ont vécue à notre vie propre. Transformer la dérive en vie à nous. Nous condensons dans notre corps les mémoires de milliards d'individus d'espèces et d'époques différentes, à la dérive. À l'inverse, tout est à nous les pressentiments d'un futur inatteignable par toute prophétie. Nous serons d'ici quelque temps la vie d'une femme ou celle du nuage, les souffles d'un enfant ou celui d'un serpent, la pensée d'un voleur ou celle d'un roi. Nous sommes la matière du monde, nous sommes ce qui reste dans les restes de toutes les choses du monde. C'est seulement pour cette raison, c'est seulement parce qu'à chaque fois que nous disons « je suis », nous faisons résonner tous les « je suis » dans l'univers, seulement parce que notre conscience coïncide virtuellement avec les mondes que nous pouvons l'habiter. Chacun de nous condense les passés et anticipe les futurs de toute forme de vie que nous pouvons vivre historiquement. Chacun de nous contient les mots du journal du globe. Troisième et dernier exemple de dérive, l'alimentation, la nutrition. Permettez-moi de partir d'une citation érudite, celle tirée de l'un des premiers traités d'écologie, écrit en 1700, publié en 1749 par un élève de Linné, sous les titres de l'économie de la nature, qui était d'ailleurs l'ancien nom de l'écologie, économie de la nature. Je vous lis ce passage. Si un homme contemplait avec tous ses sens attentifs les globes terraqués comme une nouvelle demeure, il observerait les ciels couverts d'innombrables végétaux d'une grande diversité, entremêlés dans la plus grande confusion et maltraités par les vers, les insectes, les poissons, les amphibies, les oiseaux, les mammifères, au point d'inspirer la pitié. Il verrait ces vivants non seulement dévorer les fleurs les plus belles, mais même, par une étonnante tyrannie, se déchirer les uns les autres sans compassion. Bref, il ne remarquerait rien d'autre que la guerre de tous contre tous, et d'autre part, il se verrait lui-même sans défense et exposé à la violence du plus grand nombre. Inquiet et incertain, il trouverait difficilement, et même il ne pourrait trouver, un lieu où se réfugier. Après un long séjour en ces mondes, il distinguerait peu à peu un ordre alimentaire, et enfin, la confusion suprême lui apparaîtrait comme un ordre si remarquable que dans son étonnement, il reconnaîtrait difficilement de chercher dans l'œuvre divine un commencement et une fin. En effet, toutes les choses sont dans un mouvement circulaire. Fin de citation. L'écologie, on pourrait dire, s'est constituée historiquement pour refouler ces chocs, à la fois métaphysiques et moraux. Le choc du fait que tout le monde mange tout le monde, la nature. Si vous observez la nature du point de vue de Dieu, ce qui frappe au premier regard, c'est que effectivement, les êtres sont là pour s'entre-dévorer. Or, comment est-il possible que la guerre de tous contre tous puisse ne pas détruire le monde? Comment, si tout mange tout, le monde peut continuer à être habité par des vivants? Et tout d'abord, pourquoi cette violence? Je n'ai pas le temps, mais il serait possible de démontrer que l'écologie n'est que la tentative de donner du sens à cette étrange expérience originaire, de lui arracher tout d'abord les sentiments de violence qu'elle semble porter. Et d'une certaine manière, l'écologie doit transformer ce qui, dans la nutrition, est une violence destructrice dans une forme de cohabitation pacifique, dans une seule et même maison. Non seulement la nutrition est l'objet principal de l'écologie, mais c'est les phénomènes qui, d'après elle, permettent
de constater, de rendre possible la stabilité, la fixité des mondes, des écosystèmes. Je voudrais au contraire montrer que ce que nous appelons nutrition est, au lieu d'être l'activité par laquelle la nature se constitue dans un équilibre et permet à tous d'être dans son propre écosystème, de rester à sa propre maison, ce que nous appelons nutrition est au contraire l'expérience la plus radicale et, si vous voulez, psychédélique de dérive dont nous faisons expérience. Beaucoup plus forte et beaucoup plus violente que la dérive des continents et les sexes. La nutrition est la preuve d'une dérive qui entre dans notre chair quotidiennement. Notre chair, notre corps est à la dérive tous les jours parce que nous sommes obligés à manger, à rentrer dans la chair des autres. Et nous sommes obligés à nous faire rentrer les autres dans notre chair. Ce fut un biologiste italien, Lorenzo Camerano, un élève du traducteur italien de Darwin, les premiers à imposer donc que la nature trouve son équilibre grâce à l'alimentation. Donc si la nature est en harmonie, est en équilibre, ce n'est pas grâce au taux de reproduction des morts, c'est à cause de cette activité qu'on appelle la nutrition. Donc Camerano s'efforce de montrer que la relation trophique, la relation d'alimentation entre les différentes espèces doivent former une boucle. C'est-à-dire que quelqu'un mange A mange B, B mange C, etc., jusqu'à trouver le Z qui mange le A, pour que tout soit équilibré. La lutte donc pour la vie est juste les résultats d'une série de relations de nutrition complexes entre les vivants. Et depuis, l'écologie n'est qu'une doctrine inconsciente et refoulée de l'alimentation comme fait politique interspécifique par excellence. Inconsciente et refoulée car, depuis un certain moment, elle réduit ces rapports qui sont des rapports politiques interspécifiques à des échanges naturels d'énergie qui ont lieu selon les modèles thermodynamiques. De l'autre, car elle continue à penser les sociales et les politiques justement à la manière de l'humain sous un aspect exclusif de la cohabitation et du compagnonnage. Donc en refoulant le fait que si les êtres appartiennent à une même nature, c'est parce qu'ils se mangent entre eux et pas juste parce qu'ils cohabitent entre eux. Donc le paradoxe est que, précisément qu'à cause de la nécessité de cette dérive physiologique, toutes les espèces constituent quelque chose d'unifié de politique. Dans le régime alimentaire, toutes les espèces se rencontrent et doivent se rencontrer. C'est surtout à cause de la nécessité de manger, beaucoup plus que dans leur lien généalogique, que tous les êtres produisent un monde, quelque chose d'unifié et d'interdépendant, qui constitue donc une communauté universelle, la communauté des communautés, au-delà de leurs différences de nature, d'habitat et de forme de vie. C'est-à-dire que si un chêne, un papillon, un homme et un virus appartiennent à ce qu'on appelle nature, et si la nature est quelque chose d'unitaire, c'est pas parce que tous ces êtres ont un lien généalogique lointain, parce qu'ils dérivent d'un même être qui serait apparu il y a quelques milliards d'années sur la Terre, mais c'est parce qu'ils ne peuvent survivre qu'en se mangeant les uns les autres, en fait. C'est là que les êtres tissent un lien d'unité, et c'est là que les êtres produisent ce qu'on appelle nature. Au contraire, la nutrition donc, ne peut pas être considérée comme la simple relation entre un individu et le manque de soi, mais constitue la forme transcendantale des relations entre les espèces, des relations interspécifiques. De ces points de vue, loin de constituer les sceaux de la vulnérabilité, à la fois individuelle et spécifique du vivant, la nourriture marque l'espace d'ouverture les plus radical à tous les êtres vivants de leur l'espace d'ouverture les plus radical propre à tous les vivants, l'espace l'obligation à migrer. La nourriture, en tant que forme transcendantale de toutes les relations interspécifiques, en tant que migration d'espèce en espèce, a une signification politique beaucoup plus large, originale et radicale que celle d'une simple cohabitation. J'ai dit que la nourriture a
est une relation politique parce que interspécifique, parce que j'ai oublié de le spécifier, c'est peut-être pas clair. En fait, dans la nutrition, ce qui est étonnant dans la nutrition, c'est qu'on est obligé, dans la presque totalité des cas, à se nourrir de quelqu'un d'autres espèces, en fait. Nourrir signifie toujours rencontrer la chair de quelqu'un qui appartient à une autre espèce. C'est de ce sens-là qu'il y a, dans la nutrition, il y a une migration. À chaque fois que nous mangeons, nous en apercevons pas, mais nous approprions de la chair d'une autre espèce, et donc nous faisons migrer la chair de cette espèce, nous faisons à la lettre réincarner cet être, cette espèce dans une espèce humaine, et nous-mêmes, nous nous réincarnons, au fond, dans la chair d'une autre espèce. Aujourd'hui, j'ai mangé des lasagnes, j'imagine qu'il y avait de la viande de bœuf, outre aux tomates et à du blé, et manger signifie littéralement faire migrer mon corps vers une identité qui est entre les deux espèces, d'une certaine manière, ou si vous voulez, faire réincarner la tomate, le bœuf et les blés sous une forme humaine. Et de toute manière, donc, c'est cet acte apparemment annotant qui produit cette dérive d'espèce en espèce, cette dérive d'une chair, de la matière, d'une espèce à l'autre. La dérive alimentaire ne doit plus être considérée comme la conséquence de la négativité biologique, mais comme l'invitation de la nature à chaque individu à déménager, à migrer d'un corps à l'autre, d'un endroit à l'autre, de chair en chair. Cette logique que la langue religieuse de l'Antiquité européenne et asiatique avait appelée transmigration, métempsychose et incarnation, est une logique antidomestique, et cela dans un double sens. Tout d'abord, à cause d'elle, à cause du fait qu'on est obligé à manger, c'est-à-dire à changer des chairs à la lettre, chaque jour, plusieurs fois par jour, la vie ne peut pas être conçue comme un rapport des simples habitations de l'espace. Le monde n'est pas le lieu de notre habitation, il est le réservoir de notre chair passée et future, l'archive et les catalogues virtuels des vies et des identités que nous avons eues avant de devenir humains, ce que nous sommes aujourd'hui. Deuxièmement, le rapport à soi-même ne peut pas être, ne pourra jamais être un rapport d'habitation. Les faits que nous sommes obligés à manger, et nous sommes obligés de manger les corps d'autres espèces, signifie que les êtres vivants ne peuvent pas se limiter à cohabiter les uns avec ou à côté les autres. Aucune espèce ne peut se limiter à habiter son propre corps, à rester dans les limites que sa peau lui impose. Elle est obligée de rentrer dans la maison charnelle de l'autre, à occuper la maison de l'autre, à s'y intégrer, devenir les corps de l'autre, la chair d'autres espèces. Nous ne faisons que migrer, transmigrer, ou à l'inverse, dans les cas où nous sommes mangés par les autres, ce qui nous arrivera de toute manière, que devenir la maison d'autres individus et d'autres espèces. Nous ne pourrons jamais rester chez nous, à la maison. Nous ne pouvions jamais regarder les corps de l'autre comme sa maison. Nous sommes obligés à nous déplacer, à changer des maisons, à changer notre corps, ou à l'inverse, à devenir la maison de l'autre, à faire de notre chair le chez-soi, non seulement d'un autre corps, mais aussi et surtout d'une autre espèce. Inversement, le destin de tous les êtres vivants est de devenir les corps d'une autre espèce. Dans le même sens qu'à cause de la reproduction sexuelle, le destin au moins virtuel de toute espèce est et a été celui de trahir sa propre espèce, sans lui donner aucune forme d'éternité. La nutrition est la preuve de l'instabilité non seulement spatiale, mais métaphysique des vivants. Les vivants ne restent jamais ce qu'ils sont, mais sont destinés à se déplacer dans une autre espèce, non seulement par l'évolution, mais dans les processus quotidiens de la nutrition. La réincarnation qui allie dans toute alimentation rend métastable la relation entre les vivants. La nutrition est la preuve que la vie est infiniment malléable et prête à tout, que les corps de la vie et des vivants ne pourra jamais être enfermé dans une logique domestique et propriétaire. La vie n'est que transmigration infinie de matière, dérive sans fin, sans but, sans objectif préfixé. Nous ne possédons rien, surtout pas notre corps et son identité. Personne n'est jamais chez soi, surtout dans son propre corps. C'est à partir de ce fait que nous pourrions comprendre véritablement ce qui se passe dans l'alimentation. Personne sur Terre n'a une maison,
Non seulement nous n'avons pas des possessions, des choses qui nous appartiennent par nature ou par généalogie, et tout doit être négocié, fait et refait sans cesse, mais surtout, personne sur Terre ne vit dans son corps comme dans sa maison. La relation à soi n'est jamais naturelle, spontanée, ni définitive. Nous ne cessons de changer des maisons, d'occuper la vie et les corps des autres. Nous ne cessons de devenir la maison et les corps des autres. Personne n'est jamais chez soi. Personne dans ces mondes ne suit les usages de la maison. Merci.